is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Aujourd'hui, on vous propose une chronique d'Alira en famille avec la team Alira. Je vous laisse vous présenter peut-être rapidement les uns les autres, même si je pense que les gens qui nous regardent sont des habitués, mais peut-être en un mot quand même, pour, au cas où il y a une ou deux nouvelles personnes qui se soient glissées dans le fond. Cyril, tu veux commencer ? Allez, bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Castagnier et je suis le formateur des devs chez Alira. Merci, Gaëtan. Allez, j'enchaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan, du coup, et je suis formateur de la formation consultant et finance décentralisée chez Alira. Ouais, Virgile, vas-y. Bonjour tout le monde, moi c'est Virgile et je suis rédacteur et intervenant aussi pour les lives d'Alira. Merci beaucoup. Et Daniel, notre vénérable Daniel. Vénérable, donc le plus ancien sur le tableau actuellement. Donc Daniel Villamontero, directeur pédagogique d'Alira et auteur le week-end quand il s'ennuie. C'est ça. Et je suis Jérémy Wauquiez, le président d'Alira, et j'ai le plaisir d'animer cette chronique aujourd'hui. Dans le chat, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à être là, ça fait très plaisir. Silver et Cison, je ne sais pas comment le prononcer. Aujourd'hui, on va vous parler de plein d'actualités sur les L2 et sur tous les développements récents qui ont eu lieu sur les L2, notamment sur les L2 d'Ethereum. Alors les L2, c'est des Layer 2, hein. On va expliquer ce que c'est dans une minute. Juste avant de lancer les hostilités sur ces différents sujets, je voulais juste prendre une minute pour rendre hommage à notre ami, notre cher ami Gérard Dréan, dont on a appris le décès aujourd'hui. Donc voilà, Gérard Dréan est quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur Internet. Daniel me disait tout à l'heure qu'il avait manipulé le protocole SMTP à un âge où la majorité d'entre nous n'étions même pas nés. C'est quelqu'un qui a défendu jusqu'à la fin de sa vie des valeurs de liberté pour tous et pour toutes, et notamment dans le cadre de l'école autrichienne. Je vous laisserai aller regarder les théories économiques autour de l'école autrichienne. C'est quelqu'un avec qui on avait eu le plaisir de débattre sur ce qui fait qu'une monnaie est une bonne monnaie, qui est une monnaie qui libère les peuples plutôt qu'une monnaie qui a servi. Donc si vous voulez aller revoir ces débats-là, je pense que les replays sont disponibles. Alors je sais pas où, mais j'imagine que les replays doivent exister. Et voilà, donc en tout cas une pensée émue pour lui, un hommage pour tout son travail. Vous pouvez aller lire ses articles sur Contrepoint. Et puis une pensée de solidarité, de condoléances pour sa famille et pour ses proches. Voilà. Ouais, Gérard Dréan, on pense à toi. Voilà, il va tous nous manquer. C'était un peu le grand-père en fait de l'écosystème.
il faisait la démonstration que malgré son grand âge, en fait, on peut être ouvert d'esprit, on peut être passionné par une nouvelle technologie, et il avait vraiment une curiosité qui était dévorante. Il avait écrit un magnifique petit livre que je vous conseille si vous avez un petit peu de temps, qui est le B.A.B.A. d'économie, où on peut retrouver son style et son humour. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Donc on fera une annonce officielle sur le Discord d'Alira d'ici quelques minutes. En tout cas, voilà, on l'oubliera jamais. Et j'espère sincèrement que j'aurai sa vivacité d'esprit et sa pugnacité à son âge, parce que c'était quand même quelque chose. J'ai partagé Voilà, sur voilà. le chat, le Pardon live. J'ai partagé sur le chat le live sur Ah, la yes. monnaie qu'on avait réalisé. Trop bien. Si vous voulez voir le débat qu'on avait eu la chance d'avoir au sujet de la monnaie, c'est disponible effectivement sur le chat. L'entendre, parce que ce n'est que de l'audio. Mais on reconnaît très bien sa voix. Ok, parlons des Layer 2. Donc, il y a eu plein de nouveautés sur les Layer 2. Je vais le dire en une phrase, mais les Layer 2 se positionnent pour être le futur des technologies blockchain. Voilà, je l'ai dit en une phrase. Maintenant, on va détailler un peu, on va élaborer là-dessus. Cyril, Virgile plutôt, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu déjà sommairement ce que c'est que les Layer 2, et puis ensuite, on va entrer dans le concret des sujets. Yes, alors je peux vous présenter vite fait à quoi ça ressemble. Alors, j'ai une image justement pour illustrer tout ça. Est-ce qu'on la voit bien déjà? On la voit très très bien. C'est bon. Ok, nickel. Alors, en fait, un layer 2, concrètement, c'est un réseau qui est spécialisé pour exécuter des transactions. En fait, ce qu'il faut savoir sur une blockchain, c'est que en général, il y a 4 fonctions principales qui sont le consensus, le settlement, les données et l'exécution. Donc, donc voilà, si une blockchain fait ces 4 fonctions par elle-même, on appelle ça une blockchain monolithique. Mais sauf qu'on s'est rendu compte au fil des ans que ce genre de blockchain n'était pas viable pour l'utilisation à grande échelle. Et que finalement, la meilleure façon de pouvoir augmenter les capacités de transaction, c'est de faire des blockchains modulaires. C'est-à-dire que les fonctions principales d'une blockchain vont être réalisées par des réseaux qui sont spécialisés dans ces fonctions-là. Et c'est à partir de là qu'on a vu la naissance des Layer 2. Et les Layer 2, concrètement, c'est un terme pour désigner des réseaux qui sont spécialisés dans l'exécution des transactions. Par exemple, le modèle le plus connu à l'heure actuelle, c'est le roll-up, où en gros, le principe du roll-up, c'est de prendre tout un groupe de transactions, de les compresser et ensuite de les sécuriser sur le réseau principal. Et voilà, tout en une phrase, ce sont des réseaux qui sont spécialisés à l'exécution des transactions. Et parmi les plus connus, on a Arbitrum, on a Optimism, on a zkSync. Et ça, on pourra citer pas mal d'exemples au fil du sujet. Ouais, d'ailleurs, Gaëtan, tu voulais peut-être commencer par nous présenter L2Bit? Ouais, tout à fait. Je voulais vous partager un site également qui est très très connu dans l'écosystème, qui fait un peu figure de modèle, tout simplement, pour comparer les roll-ups entre eux. Alors, je ne sais pas si ça arrive. Ouais, si c'est bon, ça arrive. Donc, le site s'appelle L2Bit. Vous avez l'URL en haut. Et il permet vraiment de comparer tous les roll-ups, enfin, tous les layers 2 qui existent aujourd'hui, pas que les roll-ups, de les comparer en termes de technologie, mais aussi en termes de liquidité, de transactions d'utilisateurs, tout simplement. Donc là, on a le classement qui est le plus connu, le classement par TVL, hein, donc par liquidité actuellement présente sur le layer 2. Et on va justement parler du premier, aujourd'hui, dans une première news, qui est Arbitrum One, qu'on voit là. Donc Arbitrum, c'est un roll-up qui est appelé un optimistic roll-up, puisqu'il y a différentes technologies de roll-up. On ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais le roll-up, c'est ce dont vient d'expliquer Virgile. Hein. Donc on a une exécution qui est sur une blockchain spécifique, et ensuite un settlement, la data et le consensus qui est fait sur Ethereum, et avec un système de preuve qui est dit optimistique. Peu importe, l'idée c'est juste de voir qu'actuellement Arbitrum c'est le premier, et que Arbitrum justement, avec son roll-up Arbitrum One, a créé une nouvelle technologie qui s'appelle les Orbit Chains. Et c'est de ça dont on va parler dans un premier temps, parce que c'est la nouvelle de la semaine dernière, hein, c'est sorti jeudi dernier. Et les Orbit Chains, c'est une technologie de Layer 3. Donc les Layer 2 étaient déjà assez compliqués comme ça, mais on va un peu plus loin dans la complexité et dans la modularité des blockchains, puisqu'on crée désormais des Layer 3. Et donc le but, c'est de vous expliquer un peu ce que c'est rapidement dans les grandes lignes. Et j'ai un super schéma justement
qui permet de comprendre très rapidement ce que c'est. Donc, je fais dans les grandes lignes, comme ça, après Cyril, si tu veux donner plus de détails, tu peux. Globalement, le layer 2, c'est un rollup qui va séparer son exécution et faire tout le reste sur Ethereum Layer 1, tandis qu'un Layer 3, c'est le même principe, mais plutôt que de faire tout le reste sur le Layer 1, il va faire tout le reste sur un Layer 2. Donc un Layer 3 va faire l'exécution sur sa propre blockchain, mais il va faire le settlement, le consensus et la data availability sur le Layer 2, sur Arbitrum Layer 2. Donc en fait, on a un niveau différent de complexité et de sécurité, puisqu'on ne bénéficie plus de la sécurité du Layer 1 quand on est sur un Layer 3, on bénéficie de la sécurité du Layer 2. Donc il y a une véritable différence quand même en termes de sécurité, mais par contre, il y a aussi une grosse différence en termes de frais, parce que la plupart des frais d'un Layer 2 proviennent de la data et du settlement, parce qu'en fait, on doit payer Ethereum en Ether, en gas fee Ether, pour bénéficier de cette sécurité, pour publier nos preuves et pour publier nos data. Alors que quand on est un Layer 3, nos frais principaux seront les frais de settlement et les frais de data du Layer 2, qui sont déjà bien moins chers que les frais du Layer 1. Donc on a un ordre d'échelle, je pense qu'on a 1 ou 2 ordres de grandeur d'écart en termes de frais. Ça n'existe pas encore, c'est live, mais c'est très très peu utilisé, puisque ça date de jeudi dernier, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais on pense à 1 à 2 ordres de grandeur, donc 10 à 100 fois moins cher en termes de frais que si on était sur un Layer 2. Et la grosse différence fondamentale chez Arbitrum, c'est que Arbitrum a décidé de n'avoir que 2 Layer 2 qui sont whitelistés par la DAO d'Arbitrum, donc c'est Arbitrum One et Arbitrum Nova. On reviendra peut-être sur la différence un peu plus tard entre les deux, mais a par contre permis à n'importe qui, donc c'est permissionless, de déployer un Arbitrum Layer 3. Donc n'importe qui sur Terre, n'importe quel projet, peut décider de créer sa propre blockchain sans permission. Donc on appelle ça un Arbitrum Orbit. Et ils ont l'option de modulariser cette blockchain. Ils peuvent décider plein de choses. En fait, ils peuvent décider d'être EVM compatibles, comme l'était Arbitrum Layer 2, mais ils peuvent décider de restreindre certaines fonctions, de restreindre certains opcodes, de payer le gaz avec n'importe quel autre token que l'Ether. Ils peuvent décider d'avoir d'autres types de preuves que les preuves optimistiques. Voilà. Donc, c'est assez modulaire. Mais par contre, personne n'a le droit de créer un Layer 2 sans la permission de la DAO d'Arbitrum. Et ça, c'est assez important parce que c'est très différent de son concurrent principal qui est Optimism. Et Optimism, son but, justement, c'est pas de faire des Layer 3, mais c'est de faire plein de Layer 2 concurrents. Donc, n'importe qui peut déployer un fork d'Optimism et avoir plein de Layer 2 différents. Donc, c'est une véritable différence de philosophie entre Arbitrum et Optimism. Arbitrum, c'est que des Layer 3 permissionless construits au-dessus de son Layer 2, là où Optimism propose de forker le Layer 2 pour avoir plein de Layer 2 qui communiqueraient entre eux via ce qu'on appelle une super chain. Bon, c'est pas le but de cette chronique, on en parlera sans doute plus tard, mais voilà, c'est important de parler de cette différence fondamentale entre les deux. Ouais, et puis d'un point de vue de l'usage, pourquoi en fait on a fait ça? Comme il l'a dit Gaëtan, il y a cette histoire de frais, donc chacune des transactions sur Arbitrum doit se retrouver à la fin sur la Layer 1 qui est Ethereum. Si on est sur une Layer 2, ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout, en réalité, étant donné que c'est développé et déployé par les créateurs de projets, par exemple, eh bien, en fait, on peut très bien décider d'avoir une chaîne un petit peu custom qui va abriter uniquement un projet ou les projets dans l'écosystème, ce genre de choses. Et l'idée étant de donner de la ressource disponible pour justement un projet en particulier et faire en sorte que les transactions de ce projet se retrouvent sur la Layer 3 qui est spécialisée pour ce projet. Donc du coup, ça serait un petit peu comme une appchain, mais en fait, un petit peu plus que ça, parce qu'on peut avoir plusieurs apps différentes dessus. On peut même ne pas avoir d'app dessus. On peut avoir justement une application uniquement monétaire, par exemple, pourquoi pas. On peut aussi décider, comme il l'a dit, d'avoir des choses un petit peu custom. Donc, par exemple, de la confidentialité sur les données et faire en sorte que les données ne soient pas disponibles pour l'entièreté de la planète, comme c'est le cas avec la plupart des blockchains qui doivent être publiques par essence, enfin en tout cas celles qu'on utilise. Il y a pas mal de petits trucs qui viennent ajouter en fait de la modularité et de l'usage. Et finalement, c'est une solution de scalabilité qui est en même temps une solution de scalabilité et une solution d'usage qui est assez intéressante. Tout à fait. On Dans peut ce par genre- exemple même anticiper des blockchains d'entreprise qui seraient privées. Aujourd'hui, quand on est une entreprise, la plupart du temps, les gens forquaient Ethereum et avaient leur propre blockchain privée sans bénéficier de la sécurité d'Ethereum. Mais avec cette technologie, vous pouvez avoir votre propre Layer 3 sécurisé et dont personne ne voit l'accès, mais vous êtes pour autant sécurisé par Ethereum in fine. Donc ça reste bien plus intéressant que d'avoir votre propre fork d'Ethereum, quoi. Ouais, et puis tu vois, là, je pense à un autre truc. Je regardais un petit peu sur les Arbitrum Orbit. Donc, du coup, sur toutes les nouvelles chaînes, il y a un simulacre de VM qui, en fait, est de l'EVM, comme il l'appelle, avec notamment la gestion, pourquoi pas, d'autres langages que le langage classique de développement d'applications qui est Solidity. On peut aller sur du C, sur du C++. Donc, ce qui peut aussi permettre à d'autres développeurs de venir. Donc, entre le côté applications qui peuvent être un petit peu safe pour des entreprises
est finalement quelque chose qui est disponible pour beaucoup de développeurs, bah, en fait, ils vont vers un chemin qui semble être très intéressant, qui est celui d'une mass adoption plutôt bien fichue, quoi. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un super projet et on le voit, donc du coup, depuis une semaine, c'est live. Depuis une semaine, il y a une petite effervescence autour de ça. Ils ont sorti, donc du coup, depuis longtemps, un genre de SDK, donc d'outils de développement qui s'appelle Arbitrum Nitro. Enfin, c'est la stack Arbitrum Nitro. Et toute la documentation est déjà disponible et ils veulent vraiment mettre en avant ce truc-là. Il doit leur permettre, en fait, de rendre Ethereum vraiment scalé. On parlera à la fin de l'ensemble des solutions de scalabilité d'Ethereum, avec notamment le Cancun Deneb, mais on y reviendra après. C'est ça, mais en fait, tu as bien utilisé le terme AppChain au début, et c'est exactement ça, c'est l'idée un peu même de Cosmos. Au final, ça vient concurrencer l'idée de Cosmos, c'est d'avoir sa propre AppChain sur laquelle on fait ce qu'on veut, mais avec la sécurité infinie d'Ethereum et d'Arbitrum, ce qui n'est pas toujours le cas dans Cosmos. C'est un peu plus complexe le fonctionnement de Cosmos, mais on bénéficie pas d'une sécurité commune comme celle d'Ethereum. Donc au final, les deux visions commencent à se mélanger, à se confondre, que ce soit Cosmos, Polkadot ou Ethereum avec ses layer 2 et ses layer 3. C'est un peu la concrétisation technologique de cette vision. Et je vois, Benoît, on s'arrête au L3 ou des layer 4, 5 aurait du sens. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas vraiment tant que ça de sens, mais en fait, on peut très bien imaginer que ça en est un jour. C'est Je sais ça. pas ce que t'en penses. À chaque nouveau layer, en fait, tu perds beaucoup de sécurité, donc ça aurait plus trop de sens de manière sécuritaire. Par contre, ça peut avoir du sens pour des sous-applications d'applications. Je sais pas, dans un jeu vidéo, si vous voulez créer un layer 4 pour votre semi-communauté francophone, ça pourrait avoir du sens à terme. Mais ce serait pas pour des choses qui n'auraient pas besoin de sécurité. Je voulais juste revenir sur un point, excuse-moi Virgile, j'ai vu que tu voulais parler, mais T'inquiète. sur la différence entre Arbitrum One et Nova. De manière vraiment très simple en une phrase, les deux sont donc les mêmes projets, enfin les projets de Layer 2 qui viennent settle sur Ethereum Layer 1. La seule différence, c'est la méthodologie de preuve envoyée sur Ethereum. En fait, ils utilisent de l'optimistique, donc c'est même pas de la preuve, c'est vraiment juste du settlement de données. Et si Arbitrum One, pardon, excusez-moi, utilise vraiment le settlement classique des optimistic rollup, Nova utilise un format un petit peu particulier qui est un peu off-chain et qui s'appelle le AnyTrust, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, ils publient la data sur un Data Availability Committee, un DAC. Là, nous, leur technologie, c'est propriétaire, c'est AnyTrust, mais l'idée générale, c'est que la data, elle est publiée sur elle n'est pas publiée sur Ethereum, elle est publiée dans un comité, là où Arbitrum One publie la data sur Ethereum. Donc Arbitrum One, c'est considéré comme un vrai roll-up, alors qu'Arbitrum Nova, son vrai nom, AnyTrust, c'est un peu le nom qu'ils ont donné marketing, mais son vrai nom, c'est un Optimium. C'est l'équivalent du Validium, mais quand t'es côté Optimistic Rollup. Bref. C'est pas un roll-up du coup. C'est un layer 2, mais c'est pas un roll-up. C'est un peu technique, mais c'est ça la grosse différence fondamentale. Et on n'a pas dit que les Orbit Chain peuvent d'ailleurs être l'un ou l'autre. Tu peux avoir une Orbit Chain qui est un roll-up ou un Orbit Chain qui est un Optimium, du coup, ou un AnyTrust, si on parle dans le langage de Arbitrum. Donc, je pense on est pas mal sur Arbitrum. Si on va avoir le temps de faire la nouvelle de Ouais, Polygon. parce Vas-y, que, vas-y. ce que je voulais dire pour répondre à la question de Benoît, c'est que finalement, la question de layer 3, 4, 5, etc., finalement, c'est c'est une reformulation d'Internet. Parce que Internet, dans le fond, c'est le réseau des réseaux et notre fournisseur d'accès, en gros, c'est juste une pile technologique par-dessus un empilement de réseaux qui existe déjà. Et en fait, si tu veux, c'est les projets de Layer 2, ils ont un peu ils ont un peu le même rôle que les fournisseurs d'accès Internet en leur temps. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire leur propre kit de développement de roll-up pour permettre aux gens de construire leur propre réseau et puis de permettre des transactions, en fait, tout simplement. Si je peux me permettre, il y a quelqu'un qui a posté un sujet qui peut en intéresser plus d'un. Il y a un airdrop de Celestia et de Peace Network. J'y pense parce que c'est aussi quelque chose qui a amené beaucoup de visibilité à Arbitrum quand ils ont fait leur airdrop. Je rappelle, un airdrop, c'est le partage de tokens pour les gens qui ont participé, notamment en early stage. Donc voilà, assez marrant comme sujet. Yes. Et on parlera de Celestia peut-être à la fin en plus, donc ça a quand même du lien à ce qu'il nous a écrit. Le suspense. Ok, on passe à Polygon. Donc la nouvelle de Polygon la semaine dernière, c'était la sortie de leur token. Donc en fait, Polygon est passé dans ce qu'on appelle une version 2, une V2, qui implique beaucoup de changements différents. Et dans ces changements, il y a le changement de token, puisque historiquement, en fait, Polygon s'appelait Matic. Et le token en question s'appelait donc le Matic. Ça commençait à faire un peu tâche d'avoir un token qui s'appelle Matic quand on a une solution qui s'appelle Polygon et qui est bien ancrée dans la tête des gens. Donc il y a un renaming du token. C'est plutôt un nouveau token qui est émis, qui va s'appeler le POL. POL, et il faudra
faire une migration depuis vos tokens Matic vers le token Pool. Alors, je suis allé vérifier encore ce matin, c'est pas encore live. La migration n'est pas encore disponible. On peut pas la faire. Mais ils ont déployé le contrat, par contre, du token sur Ethereum. Donc, on a déjà son adresse, mais on peut pas encore faire la migration. Voilà, donc, restez. On vous en parlera bien sûr quand ce sera live dans les chroniques, donc suivez-nous. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire pour l'instant à ce jour en termes de migration. Par contre, ça vient dans un contexte plus général qui est le contexte de la V2 de Polygon et dont on voulait vous dire un mot peut-être aujourd'hui. Ouais, est-ce que Daniel, tu peux rappeler un petit peu ce que c'est que Polygon? Je sais que tu aimes bien ce réseau. Alors, Polygon, déjà, c'est une des blockchains que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que, comme la BNB Chain a permis à beaucoup de personnes en fait, de découvrir la DeFi à peu de frais, Polygon a permis à beaucoup de gens, en passant aussi par un wallet MetaMask, à se dire, à faire plein de petites manipulations. Je sais que par exemple chez Alira, Gaëtan de temps en temps utilise Polygon pour faire des démonstrations de DeFi parce que c'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Et il y avait des conférences comme ça que je faisais avec Louis-Alexandre de Froissart en live où on utilisait Polygon pour faire des petites démonstrations de DeFi et des choses comme ça. Donc j'avais énormément adoré et je continue toujours à beaucoup aimer cette solution. Parce qu'effectivement elle a un peu de frais et en fait quand on fait des démonstrations devant les gens, en fait les gens se rendent compte que la chose fonctionne. Et c'est vrai que c'était aussi une blockchain qui est reprise dans la liste au pays des cryptos et qui est aussi reprise par beaucoup de personnes qui l'aiment bien parce que c'était Matic, c'était un token un coin qu'on pouvait avoir relativement peu cher avant le bull run et pour lequel beaucoup de personnes ont fait une certaine plus-value. Donc, et ce que j'ai toujours détesté, alors on va pouvoir aborder cette question-là, c'est qu'on va peut-être enfin pouvoir dire que Polygon deviendrait vraiment un layer 2 à une époque où en fait c'était un tout petit peu débat, alors on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais pour moi Polygon, ça a cristallisé le fait de se dire faire ce qu'on pouvait faire sur Ethereum à peu de frais ne veut pas forcément dire que c'est un layer 2, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça. Tout à fait. Alors, Alors juste pour rejoindre ce que disait Daniel, on va avoir tendance à différencier les layer 2 des autres blockchains et Polygon était donc considéré comme une sidechain puisque c'était une blockchain qui ressemblait fortement à Ethereum, mais qui pour autant n'était pas une solution de scalabilité d'Ethereum. C'était vraiment une blockchain complètement indépendante et qui vivait de son côté tranquillement. Voilà, le terme de Marc Zeller était excellent, c'est de dire que c'est une commit chain. C'est-à-dire qu'en fait, elle committait son état régulièrement à Ethereum. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que le choix des mots est extrêmement crucial, comme tu dis, Cyril. Et en fait, effectivement, elle a déchargé une partie non négligeable du trafic d'Ethereum, mais pas du trafic d'Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, je vais plutôt faire mon NFT sur Polygon plutôt que sur Ethereum. Il y a des gens qui vont se dire, mon protocole de DeFi, je vais maintenant le mettre sur Polygon. D'ailleurs, à une époque, pendant très longtemps chez Alira, les gens qui proposaient des projets où les nombres de transactions étaient relativement récurrents, proposaient systématiquement Polygon parce qu'ils se disaient, comme ça, en fait, j'économise les frais. Mais il faut bien avoir conscience que pour le coup, on est sur un autre pays. Ce n'est pas Ethereum. Il a donc sa propre sécurité, son propre système de consensus. C'est ça, il est indépendant. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'Ethereum pour valider ses blocs, disons les choses comme ça. On passe à la news. C'est ça. C'était le cas justement, c'est toujours le cas, mais ça va changer avec la V2. Donc en fait, historiquement déjà Polygon, c'est le nom de l'entreprise et du projet, c'était pas le nom de la blockchain en tant que telle, même si je sais que par habit de langage on disait tous Polygon. En fait, la blockchain elle s'appelait Polygon Pause pour Polygon Proof of Stake. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'était vraiment une sidechain, une blockchain à part. Et ils ont sorti il y a quelques mois, maintenant ça c'est pas nouveau comme nouvelle, une autre blockchain qui est un roll-up pour le coup qui s'appelle ZKEVM, donc Polygon ZKEVM, c'est son nom, qui lui est un roll-up, un zero knowledge roll-up, un vrai layer 2. Mais du coup, ils ne savaient pas trop quoi faire de leur blockchain Polygon Pause aujourd'hui, qui avait un peu le cul entre deux chaises. C'était une commit chain, pas vraiment un layer 2. Bon, ils ne savaient pas trop ce que ça allait devenir. Et ils ont pris la décision, c'est une partie de la V2, de la transformer en un Validium. Donc, c'est un layer 2. Donc, c'est pas un roll-up, mais c'est un layer 2, un peu comme on a vu avec Arbitrum Nova tout à l'heure, qui va publier son état sur Ethereum, mais qui ne va pas publier sa data sur Ethereum. Elle va publier sa data ailleurs. Alors, de mémoire, ça va être sur Polygon Avail, qui est leur propre blockchain de data qui va sortir plus tard. Mais ils peuvent le faire sur un Data Availability Committee, ils peuvent le faire ailleurs, ils peuvent le faire sur Celestia, ils peuvent décider d'autres types de solutions. Mais la data ne sera pas sur Ethereum, ce qui implique du coup une sécurité moindre, mais un coût nettement plus faible, parce que la majorité du coût d'un roll-up, d'un layer 2, c'est de publier la data sur Ethereum. Donc en fait, Polygon va se retrouver avec deux technologies et deux blockchains majeures.
On va avoir le ZK-EVM à gauche qui est le roll-up et on va avoir le POS, le Polygon POS qui va devenir un Validium. Donc il appelle toujours le nom un peu rallonge, un POS ZK-EVM Validium. Je pense qu'il trouve un nom marketing plus sexy à terme. Mais il faut vraiment comprendre cette idée que ce sera du coup un layer 2 en tant que tel. Ce ne sera pas un roll-up, ce sera un layer 2 et ce type de layer 2 s'appelle le Validium. Donc on aura donc deux solutions majeures, le roll-up avec ZK-EVM et le Validium avec la blockchain POS. En plus Ouais. de ça, Pardon. il va y avoir les blockchains privées. Tu veux peut-être en parler, Cyril, je sais pas. Non, pas forcément. J'ai arrivé sur le token. Vas-y, par les blockchains privées. Ouais, je finis avec les blockchains privées. C'est que dans l'idée générale du coup de Polygon, c'est que Polygon, c'est un système de blockchain, hein, c'est un réseau de blockchain. Donc on a les blockchains publiques, les deux qu'on vient de citer. Il y en aura sans doute d'autres plus tard, mais pour l'instant, ils en ont deux. Et il y a aussi tout un tas de blockchains privées qu'ils appellent les supernets. Ça ressemble un peu au système d'Avalanche, pour ceux qui connaissent, dans lesquels on pourra développer des blockchains privées tout en bénéficiant de la sécurité du staking avec le token Pol. Mais justement, on y revient juste après, peut-être avec le token. Bah, j'y pense parce que tu en parles maintenant, mais c'est vrai que Polygon, c'est vraiment tout un écosystème, étant donné que eux-mêmes, ils ont commencé par faire une blockchain, une sidechain à part entière, et derrière, ils ont acquis au fur et à mesure des entreprises, et notamment le ZKEVM qui est en route vient de l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Hermès il y a de ça 1 an et quelques, et ils ont C'est vraiment envie de grossir et faire tout un écosystème et devenir l'internet des blockchains. Je cite leur terme, c'est la value layer of the internet. Donc voilà, ça c'est leur projet qui est assez violent, mais ma foi intéressant. Et donc du coup, ce Pol, c'est le nouveau token. Et ce nouveau token, il a été lancé il y a 8 jours, comme il a dit Gaëtan. Il existe déjà le contrat, c'est un ERC20 sur Ethereum. En tout cas, pour l'instant, c'est un ERC20 sur Ethereum. Et c'est là à peu près tout ce qu'on sait, à peu de choses près. Puisque pour l'instant, la blockchain Polygon Matic existe toujours et est toujours utilisable en payant les frais de transaction avec le Matic, donc la monnaie dont on a parlé au début avec Daniel. Et le Pol, pour l'instant, n'a pas de grande utilité. Par contre, la chose qu'on sait, c'est que dans la volonté de l'équipe de développeurs de Polygon, c'est que le Pol, il doit être quelque chose qu'ils appellent hyper productif. Donc en fait, il doit permettre notamment le staking sur toutes les chaînes de l'écosystème Polygon, et notamment les chaînes à venir de l'écosystème Polygon. Il doit avoir des usages à l'intérieur des chaînes. Peut-être qu'il sera un jour utilisé comme moyen de paiement du gaz, mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est aussi quelque chose qui est soumis à la communauté. Il y a un forum sur le site de Polygon qui permet notamment de discuter de l'usage de ce pôle. Mais pour l'instant, c'est à peu de choses près tout. Tu me dis, Gaëtan, si je me trompe, en tout cas de moi, de mes recherches que j'ai pu faire avec ça. C'est à peu près ça, ouais. Le seul blockchain pour lequel on sait qu'il sera utilisé pour le gaz, c'est le Validium, justement. Pour le Validium, ça a été acté de mémoire que ce sera utilisé pour le gaz. Mais par contre, l'idée générale qu'ils ont du pôle, c'est de le décrire en séparant avec les 4 catégories qu'il y a là. C'est que Polygon devient vraiment quelque chose de modulaire, un peu dans l'idée de la modularité d'Ethereum. On va avoir l'aspect staking, l'aspect interopérabilité, l'exécution et la preuve. Et en fait, le token pool va servir dans ces 4 parties et vous déciderez, vous, d'intervenir dans ces 4-là ou dans une seule. Donc, typiquement, le staking, vous pourrez tous en faire, qui est sur la couche du bas. Par contre, la preuve, pour faire la preuve des Zero Knowledge Proof avant du ZK-EVM, bah, vous n'aurez peut-être pas le matériel informatique nécessaire pour le faire, vous, à la maison. Donc, ce sera à vous de opt-in ou opt-out, donc de décider si oui ou non vous voulez faire cela. Et vous aurez davantage de récompenses avec vos pools, avec vos tokens, si vous participez à l'aspect proving. Sur l'aspect exécution, il servira par exemple à payer le gaz. Et sur l'aspect interopérabilité, ça pourrait être par exemple pour les bridges entre les deux blockchains. Donc en fait, ce sera vraiment, ils ont modularisé les fonctionnalités du pôle en 4 layers, on va dire ça comme ça. Et selon vos capacités et votre volonté, vous pourrez utiliser vos pôles pour un de ces 4 layers ou pour les 4, par exemple. C'est un peu comme ça qu'ils le représentent. Mais encore une fois, tout ça, comme l'a dit Cyril, sera soumis à des votes de DAO. Donc on en est encore au début, aux prémices. On aura plus d'infos dans les mois qui viennent. Bah, de toute façon, il y a sûrement un post dans le forum de gouvernance de Polygon qui parle de la feuille de route. Et il me semble que les dates importantes doivent se trouver en 2024. Premier ça. ou deuxième trimestre. C'est ça. C'est à peu De toute près. façon, c'est comme pour Ethereum, hein. Ce sont des changements qui sont sur le temps long, puisque c'est des gros changements technologiques. Là, ne serait-ce que changer la blockchain qui est en proof of stake en layer 2, un peu plus réellement layer 2, c'est quand même un changement d'infrastructure qui est quand même non négligeable. Donc on y va step by step. Tout à fait. Et je pense qu'on est pas mal pour Polygon si on veut avoir le temps de Ouais. faire la suite. Exactement. Allez, là, pour le coup, je sais pas si tu voulais introduire Jérémy. Comme tu veux, mais l'idée, c'est assez simple, hein. C'est de demander un peu aux gens qui nous suivent là, dans le chat
Voilà, on vous a parlé un petit peu de quelques L2, des évolutions sur ces L2. Et vous? C'est quoi les blockchains qui vous intéressent? C'est quoi les blockchains que vous regardez? Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? On avait une question de Benoît, effectivement, qui nous parlait de XDAI, qui a démarré 1 an avant Polygon et qui a effectivement eu moins de succès. Est-ce que c'est à votre avis, est-ce que c'est dû au marketing de Polygon ou est-ce que c'est une autre raison? Pour Je moi, il y a pense deux raisons. personnellement, ouais. Vas-y, Daniel. Pour moi, il y a 2 raisons. 1, le marketing. Et 2, il y a aussi un petit côté, je crois que c'est Benoît Huguet qui avait utilisé ce terme-là, c'est le principe de skin in the game. À titre personnel, j'avais pris des Matic et après je me suis dit ça sert à quoi? Et donc pour le coup, du coup j'ai utilisé sur Polygon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un petit quelque chose qui fait que le listing de Matic a attiré une très grande partie de personnes et du coup des développeurs qui sont dit, puisqu'il y a des gens qui ont dit Matic, du coup on va faire des forks de beaucoup de DeFi sur Polygon, qui n'est pas ce que j'ai le sentiment d'avoir vu sur XDAI, alors que XDAI est très utilisé, puisque je crois que de souvenir, les pops de Pop Studio sont mintés sur XDAI, si mes souvenirs sont bons. Ouais, alors du coup, c'est vrai que c'est une blockchain qui est utilisée, mais qui est très très largement moins utilisée que Polygon. Et il faut savoir que XDAI, ça venait à la base d'un projet de marché prédictif, si je dis pas de conneries, on en a déjà parlé avec Jérémy. Mais ouais, donc du coup, à la base, c'était vraiment censé être une blockchain pour un projet, donc c'était un peu compliqué. Donc oui, en effet, ça date un peu, mais la version un petit peu telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est là que depuis peut-être 2 ans. Et ils n'ont jamais réussi en fait à faire fonctionner leur truc. Surtout que c'est la même boîte qui fait aussi Safe, si je dis pas de bêtises. Ça Bref. a été racheté en fait. Ça a été racheté par Gnosis, qui a fait. C'est pas une OPA, mais c'est un peu la même idée qu'une OPA en bourse, donc qui a racheté la blockchain XDAI. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle la Gnosis Chain. Ouais. On ne parle plus de XDAI. Voilà. Donc, c'est pour Et ça peu visible, c'est un peu compréhensible. personnellement, je pense que c'est beaucoup du marketing, effectivement. Polygon est extrêmement fort en marketing, c'est un de leurs gros atouts. Et aussi, ils étaient plus proches des éthos d'Ethereum, c'est-à-dire qu'ils avaient cette idée de décentralisation, d'être proche des valeurs d'Ethereum, ce qui n'était pas trop le cas de XDAI au début, qui s'est juste vendu comme une sidechain, qui restera une sidechain et qui évoluera pas trop. Donc ça donnait moins envie aux gens d'aller dessus. Et après, Polygon a été extrêmement bon pour aller voir les dApps majeurs qui étaient sur Ethereum et de leur dire venez vous déployer sur Polygon. Donc ils ont fait un très très gros travail là-dessus, ça a attiré beaucoup de liquidités. Ça les a donc fait beaucoup connaître, ce qui n'est pas trop le cas des XDAI. Par contre, ça change. Gnosis Chain fait ce travail maintenant, parce que depuis qu'ils ont été rachetés par Gnosis, ils ont beaucoup plus de talent et de pouvoir marketing aussi. Donc là, il y a AV qui devrait se déployer sur Gnosis Chain dans les jours qui viennent, par exemple, pour donner un petit exemple. Après, si vous voulez mon avis sur la question, je trouve, XDAI à son époque a eu la malédiction d'avoir raison trop tôt. En gros, en 2009, en 2009 et en 2020, il y avait encore il y avait une très forte mentalité de décentralisation à l'époque. C'était soit on utilisait Ethereum, soit on n'utilisait rien du tout. Et au final, il y avait XDAI qui était là, mais pas grand monde n'avait envie de s'en servir. Et c'est seulement à partir de 2020, avec l'émergence de la DeFi, que les frais de transaction ont explosé. Mais le premier qui a lancé la tendance, c'était la BSC en fait, la Binance Smart Chain à l'époque. Et Polygon a suivi la tendance peu de temps après, mais sauf que c'était vraiment XDAI qui était le pionnier de ce truc-là. C'est juste qu'il n'avait pas la force de marketing qu'avaient Binance et Polygon à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment ça. Polygon et BNB se sont très rapidement identifiés comme étant fait de la DeFi pour le pauvre. Je caricature un peu, mais c'était ça. Et je pense qu'effectivement, XDAI, de ma mémoire, XDAI n'a pas réussi à prendre ce coche-là. C'est intéressant de voir comment d'ailleurs la Binance Smart Chain a un peu disparu des radars. Alors elle est toujours là, mais c'était le centre de l'attention il y a 2-3 ans, c'était assez massif. Et avec l'émergence de tous les layers 2, mais aussi de Polygon, ça existe toujours, il y a toujours des transactions dessus, mais en termes d'emprise sur la sphère sociale, donc de gens qui en parlent, de gens qui en discutent, c'est devenu quasiment négligeable en fait. Ce qui est assez marrant en l'espace de 2 ans, ça prouve qu'on est vraiment sur des technos assez jeunes et qu'en 2 ans, tout peut changer, quoi. Je pense aussi que la crise de FTX, il y a une vague comme ça en se disant la décentralisation, il ne faut pas être sur un truc. Et que la BNB Chain, même si elle a des mécanismes d'autonomie assez pertinents, reste quand même assez liée à sa maison mère. Ouais, et voilà. Alors que Extrêmement Polygon, lié, même. alors que Polygon, si j'ose dire, n'est lié qu'à lui-même. C'est bien d'ailleurs ce qu'on lui reproche.
Ouais, sauf que le plus gros validateur de Polygon, c'est Binance quand même. Mais... Ouais, c'est vrai. Et puis, tu as 8 adresses qui peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Quoi. Mais bon. Faut pas dire Par contre, pardon, j'étais très content que Virgile parle en fait de l'évolution des mentalités sur la création de blockchain et sur la création de projets blockchain. Sur le côté, avant, en fait, on faisait des blockchains à part entière, ou alors on utilisait Ethereum. Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. Et c'est vrai que Isdai est arrivé très tôt là-dedans, donc c'est super cool que ce sujet ait été lancé. Parce que on va y revenir, et notamment sur le côté, la modularité en fait, des blockchains. Depuis tout à l'heure, on a parlé de Polygon et avant ça de Arbitrum, et les deux sujets sont des sujets de Layer 2 qui utilisent justement cette modularité des blockchains sur lesquelles on va avoir de la sécurité sur tel endroit, de l'exécution sur tel autre, de la data sur tel autre endroit. Bref, en fait, on utilise tout ce qui est possible pour pouvoir faire en sorte d'avoir un schmilblick qui fonctionne, qui est cohérent et qui surtout est optimisé en fait à nos usages. Et je trouve ça assez cool, et on y reviendra évidemment sur la suite de cette chronique. Je Tout à vois fait. chat, excuse-moi, il y avait Arbnova qui a été cité, il y a Scroll qui a été cité, pareil, on va en reparler parce qu'il vient d'être lancé. Il y a Base, c'est un très très gros projet, je sais pas si quelqu'un a envie d'en parler. Ouais, très, très rapidement, en fait, on a parlé des Orbit Chain tout à l'heure de Arbitrum, mais en fait, Base, c'est l'idée, c'est un peu la même idée, mais côté Optimism. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que Optimism n'a pas fait le pari de faire des Layer 3, mais a fait le pari de proposer des Layer 2 en forquant son code source, qui était Optimism, et en faisant des partenariats assez majeurs. Donc, typiquement, Base, c'est vraiment Optimism forqué pour Coinbase, donc Coinbase qui est l'échange très connu. Donc, ils ont créé leur propre blockchain dédiée à leurs usages. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'ils vont en faire, ça devrait se développer dans les mois et les années qui viennent. Mais l'idée à terme, c'est vraiment d'avoir en fait de partager ce qu'on appelle les séquenceurs. Donc, dites-vous que c'est à peu près les mêmes nœuds qui feront tourner Base et qui feront tourner Optimism. Ils pourront donc être facilement interopérables les deux entre eux et partager des coûts de settlement entre eux pour aller sur Ethereum. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment une vision différente de la vision d'Arbitrum. Pour l'instant, c'est la vision qui marche le mieux parce que Base est le troisième plus gros layer 2, si je regarde bien. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est le troisième plus gros layer 2. Là où Arbitrum vient tout juste de se lancer dans le monde de DL3. Donc on verra bien le gagnant sur ce choix technologique. Mais ça revient à une idée générale de créer ce qu'on appelle un stack technologique. Donc on a le OP Stack chez côté Optimism, qui est vraiment utiliser le OP Stack pour développer votre blockchain. Donc c'est Base. On a sur Arbitrum le Arbitrum Stack, c'est Arbitrum Nitro. Donc faites votre Arbitrum Chain. On va avoir le Zcasting Stack, on va avoir la stack de Starkware. Enfin, en gros, toutes les grosses entreprises de Layer 2 développent leur propre stack pour que vous puissiez assez facilement développer des blockchains. Et je pense qu'on est quasiment arrivé au stade maintenant où en 3 clics, vous pouvez déployer des Layer 2. Quand c'est assez bien fait, Arbitrum Orbit, il vous faut 3 clics et vous avez déployé une blockchain. Ce qui paraît incroyable, il y a 5 ans, vous ne pensiez pas qu'en 3 clics, vous déployeriez une blockchain. Quoi. Enfin, et ça, pour l'adoption B2B pour des entreprises qui veulent faire des cas d'usage et d'avoir leur propre machin, c'est du pain béni. Enfin, là, on est vraiment sur... L'outillage commence peu à peu à être mature. Ça, c'est vraiment bien. Allez, les derniers trucs qui ont été cités, il y a Celestia, il y a Eigen. Celestia qui est un truc dont on a parlé déjà tout à l'heure en tant que data availability, excusez-moi, blockchain, très spécialisé du coup dans le stockage de données. On peut en parler un peu parce que c'est assez rapidement. En fait, c'est sans doute la plus grosse innovation qu'on a eu dans les blockchains ces 4 dernières années, je pense, des blockchains de layer 1. L'idée de Celestia, c'est vraiment d'avoir une blockchain dont le seul but, c'est de faire la data availability. Donc, c'est un peu particulier. Tout à l'heure, Virgile a bien montré qu'on décomposait les blockchains en 4 sous-catégories. Et ce sera la toute première blockchain qui se focus que sur la data. Donc, en fait, il n'y a pas de transaction particulière. Vous ne pouvez pas vous envoyer des tokens, vous envoyer des coins dessus. C'est uniquement son but, c'est stocker de la data qui vient de l'extérieur et d'avoir un système de data availability sampling. Bon, c'est très complexe, mais l'idée, c'est de pouvoir, avec des nœuds légers, des nœuds qui demandent très peu de stockage et très peu de CPU, être capable de vérifier que toutes les données ont bien été mises sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétention de données de la part des blockchains qui viendraient publier leurs données sur Celestia. C'est un peu complexe comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement pertinent, extrêmement intelligent. Et c'est en fait ce qui est nécessaire pour les rollups. Tout à l'heure, on a dit les layer 2 doivent publier leur data et faire un settlement. Et donc, publier cette data, justement, il leur faut une zone dans laquelle le faire. Et ils peuvent soit le faire sur Ethereum, soit le faire sur Celestia, soit le faire sur d'autres types de technologies. Mais Celestia devient un peu la blockchain leader qui se dédie à ça. Et c'est vraiment une véritable innovation qui vient de la recherche fondamentale d'Ethereum à la base. Ça a été lancé en 2019, ça s'appelait Lazy Ledger. Et c'est des gens de Ethereum Research qui ont travaillé sur le sujet. Encore eux. Non, mais tu vois, c'est un truc trop bien, c'est qu'en fait, les évolutions, elles viennent de la recherche. Et en fait, on vit dans un monde où si on suit la recherche, on est à la pointe. Et c'est incroyable.
Bref. C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît. hein. Non mais oui, non mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un monde de gens qui ont juste envie de faire de l'argent, quoi. C'est un monde de gens qui réfléchissent, Non. et j'aime bien. Bien sûr, clairement, oui. Et du coup, j'aime bien, c'est un concurrent de Flux. En fait, le concurrent principal de Celestia, il va y en avoir deux. Ça va être le proto Dunk Sharding d'Ethereum. On en parlera peut-être juste un peu à la fin, hein, parce que l'Ethereum va faire la même chose, va créer une sorte de zone de DA exprès et pour lui. Ça s'appellera le Dunk Sharding à terme. Il va y avoir le proto Dunk Sharding d'abord. Et il sera concurrent avec Polygon Avail, qui est aussi la même idée, mais côté Polygon. Voilà, ça, c'est deux concurrents principaux. C'est ça en fait. Les blockchains vont avoir le choix de la couche de données sur laquelle ils vont se baser en fonction des prix que les utilisateurs sont prêts à donner. C'est-à-dire que sur Ethereum, c'est la couche de données la plus chère, mais c'est la plus sécurisée. Sur Celestia, on a le choix aussi de choisir Celestia pour de sacrifier un peu de sécurité pour payer la donnée beaucoup moins chère. Mais c'est également, il y a également d'autres projets qui sont impliqués là-dedans. CryptoDroid a cité EigenLayer avec EigenDA. Et tu as aussi zkSync qui se penche aussi sur le problème avec Zik et Porter. Et Ethereum a conscience que sa blockchain coûte, en tout cas les données de sa blockchain coûtent extrêmement cher. Et c'est aussi pour ça qu'ils font le proto Dunk Sharding en ce moment. Et c'était, avant de passer au sujet suivant, c'était la nature a horreur du vide. Et c'était l'une des grandes problématiques qu'on avait pour les scalabilités. C'est-à-dire que tout ce qui va être applicatif va demander une quantité gargantueuse de validation de données qu'Ethereum n'est pas réellement voué à apporter. Donc là, on commence à avoir de véritables acteurs. En fait, globalement, ce sont des arbitres de données. Gaëtan, tu me dis si je me trompe, hein, mais globalement, c'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire, oui, les données sont correctes et fiables, je garantis ça, validé sur le reste. Exactement. Tu le dis Il y a très un bien. côté C'est oracle de validation de données au final. C'est pas un côté stockage, parce qu'en fait, les données sont pas stockées ad vitam aeternam sur ces Oui, blockchains. bien C'est sûr. plus un côté arbitrage. C'est prouver que les données ont bien été publiées et qu'elles sont là. Pas qu'elles sont correctes en tant que telles, c'est juste prouver qu'elles sont là, qu'elles ont été publiées, qu'il n'y a Que pas ça a eu de été fait. rétention de données de la part du layer 2. Parce qu'en fait, le layer 2, tu as besoin d'avoir uniquement 7 jours de sécurité pour sortir s'il y a un souci, bref, peu importe le problème technique. Donc, les données sont conservées que pendant 15 jours sur la plupart de ces blockchains, histoire de dire effectivement, les données sont là. Si vous en avez besoin, moi, je les mets à disposition pendant 15 jours, mais après, c'est oublié. On les garde pas, globalement. Je vais simplifier, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est pas des concurrents à Filecoin ou à Arweave qui ont comme but de stocker de la donnée. C'est plutôt vraiment attester que la donnée a été publiée. Data availability. Exactement. EigenDA, j'aurais pas trop parlé, c'est un peu technique. Hein. C'est EigenLayer qui fait du restaking d'Ether et qui offre un service qui est notamment de faire du DA. C'est un peu technique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail maintenant sur le sujet. Allez, troisième sujet du coup, on va parler de Scroll et de quelques VM, notamment EVM et SVM, et de la mise à jour d'Ethereum qui est en cours avec l'arrivée du proto Dunk Sharding. Donc, un troisième sujet bien dense. Il y a Ça, à mais boire qui et à fait manger suite. aujourd'hui. Hein. Allez, vas-y, là. Allez, En vas-y. deux, très général. Et le tout en 20 minutes, s'il vous plaît, messieurs. Bon, alors, on va Scroll. Allez, on commence par Scroll. Puis c'est intéressant parce qu'il y a des trucs à dire qui sont liés en fait à Polygon de manière un peu très générale, puisque ça va utiliser un petit peu le même genre de technologie. Donc là, on est encore dans le monde des Layer 2, jusqu'au bout, on sera dans le monde des Layer 2. Et Scroll est une Layer 2 qui utilise pareil les ZK. Donc du coup, tout à l'heure, on en a parlé rapidement avec Polygon. Le principe d'un ZK, c'est de faire une preuve de ce qu'il se passe à l'intérieur de la blockchain vers une blockchain de settlement, donc du coup sur lequel on va récupérer notre sécurité. Ok, donc du coup, Scroll, ils font ça, et surtout, ils font ça maintenant live depuis une semaine, depuis le 20 octobre, depuis même un peu plus qu'une semaine. D'ailleurs, vous pouvez voir la launching party sur YouTube, c'est assez intéressant, il y a plein de conférences et tout, c'est assez cool. Il y a eu 9400 batchs finalisés, il y a eu 1 950 000 transactions, il y a 27 millions de dollars qui sont loqués chez Scroll, et ils ont déjà été interviewés sur Bankless, donc pareil, très bon podcast que vous pouvez aller voir. C'est un truc qui est assez cool et qui marche un peu. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Gaëtan ? Ouais, déjà, je vous inciterai à aller l'utiliser. Si vous avez raté les airdrops précédents, voilà, c'est un petit alpha comme ça, lâché comme ça. Mais Scroll a vraiment une volonté de décentraliser massivement sa stack technologique. Et qui implique décentralisation, implique décentralisation de son token, de son supply. Donc, il y a de très grandes chances que les gens qui participent soient rémunérés. Alors, n'hésitez pas à aller bridger, à aller utiliser les applis qu'il y a dessus. Je ne vous promets rien, évidemment, mais
Disons que j'ai le flair en général pour ces trucs-là avec les années qui passent quand même. Et je pense que Scroll, il y a quelque chose à aller chercher. Mais sinon, voilà, Scroll, c'est vraiment un ZK Rollup. Donc, comme il y en a d'autres, hein, c'est juste qu'il y a plusieurs technologies de ZK Rollup différents. Il y en a qui sont plus ou moins EVM compatibles, pour le dire, et qui sont plus ou moins proches des valeurs d'Ethereum. Donc, le but de Scroll, c'est d'être extrêmement proche des valeurs d'Ethereum en étant extrêmement décentralisé et en étant le plus EVM compatible possible. Donc, c'est pas l'idée de Starknet, par exemple, qui va créer une machine virtuelle à part, une VM à part, très optimisé pour le VM, mais pour les Zero Knowledge, pardon, voilà, mais pas compatible EVM. Donc, vous ne pourrez pas prendre votre code Solidity d'Ethereum et le copier-coller. Scroll a plutôt pris ce parti de non, nous, on veut être EVM compatible à fond, même si l'EVM n'est pas la meilleure solution, la solution la plus rapide, c'est la solution la plus adaptée, la plus adoptée, et du coup, c'est celle qui aura le plus d'adoption in fine, un peu comme Java et JavaScript en langage de programmation. Donc, c'est un parti pris qu'ils ont choisi. On verra bien s'ils ont raison ou tort, mais en tout cas, c'est leur parti pris. Je me mémoire, c'est le 5e ZK Rollup qui se lance. Je voulais faire justement l'inventaire tout à l'heure. On a Zcasing Era, ouais, Starknet, on a Linea de Consensus, Polygon ZKEVM, et donc ce serait le 5e Scroll à se lancer. C'est un peu les 5 plus connus. Alors Scroll est un peu moins connu que les 4 autres, mais c'est un peu le 5e. Et le 6e, c'est Taiko, je crois, si je ne me trompe pas, qui est vraiment moins connu, mais qui est quand même intéressant. Quoi vous dire de plus sur le sujet? Je pense que c'est à peu près tout, si on veut rester assez succinct. En fait, moi, j'aimerais bien juste un tout petit peu revenir sur l'architecture un petit peu générale d'un ZK. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a parlé d'un séquenceur. Oui. J'aime bien juste expliquer un petit peu donc, du coup, comment on gère ça. Globalement, ce sont des blockchains, et pour faire tourner une blockchain, il faut des nœuds. D'ailleurs, petite preview, la semaine prochaine, on va parler uniquement d'infrastructure, ça va être super. Et donc, du coup, ouais, on fait tourner un nœud blockchain, on fait tourner le nœud blockchain Scroll, et quand on fait tourner, à l'intérieur, il va y avoir notamment le séquenceur. C'est là où il y aura les transactions, le mempool, l'exécution en fait des transactions pour créer un bloc. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a réalisé donc notre séquence en fait de blocs, eh bien ça, on l'envoie donc à un coordinateur. Ça, c'est vraiment une manière un petit peu générale de le voir, qui va avoir tendance à ce coordinateur à générer la preuve. Il peut avoir d'autres noms sur d'autres machines, enfin sur d'autres types de ZK. Mais donc, du coup, il va générer la preuve, et c'est cette preuve-là que l'on va envoyer derrière sur Ethereum. Et donc, du coup, sur la chaîne principale, donc là, en l'occurrence Ethereum, on va avoir la plupart du temps au moins un contrat, et très souvent 2 contrats. Le premier, ce sera un contrat pour envoyer ces preuves. Et le deuxième, ce sera très souvent un bridge qui va nous permettre d'envoyer, par exemple, de l'argent sur ce bridge-là et de le récupérer sur la blockchain Layer 2. Ça, c'est vraiment le truc un petit peu général. Et donc, du coup, on a besoin aussi d'avoir un écouteur de blockchain qui va écouter le contrat et le bridge, vérifier que tout se passe bien et vérifier que les personnes ont bien de l'argent, du coup, qui ont été mis sur le bridge, et ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu l'architecture générale d'un ZK en vraiment 2-3 phrases, histoire de comprendre un petit peu que, voilà, ce sont des blockchains à part entière qui ont juste certaines spécificités que sont celles que j'ai évoquées un petit peu avant. Etc. Et si tu remets l'écran que je partage très rapidement, il y a exactement ce que tu viens de dire. Il y a le schéma en fait de l'architecture de Scroll, voilà, qui est disponible sur leur site, avec le coordinateur qu'on appelle effectivement souvent prover dans la plupart des autres Layer 2. Mais Cyril vous a vraiment donné les rôles classiques qu'on retrouve dans les Layer 2. Donc c'est le séquenceur, le prover et le verifier. Donc le verifier, c'est un contrat sur Ethereum. Le prover, c'est un nœud qui exécute ce rôle de création de la preuve. Donc ça, c'est le rôle qui demande le plus d'énergie, le plus de ressources. Donc, ce ne sera pas disponible pour vous et moi à la maison. Ce sera surtout dans des data centers la plupart du temps, parce que c'est assez complexe. Ça dépend si c'est des Snark ou des Stark en vérité, mais c'est quelque chose d'assez complexe à faire. Tandis que le séquenceur, lui, c'est un peu un nœud classique. Donc, c'est la personne qui crée les blocs et qui les envoie sur le réseau. Globalement, c'est un peu un nœud tel qu'on l'imaginerait sur Bitcoin ou sur Ethereum, quoi. D'ailleurs, vraiment, dans la philosophie de Scroll, ils ont eu envie en fait de vraiment faire quelque chose de décentralisé. Et donc, par exemple, le prover va être tiré au sort parmi l'ensemble des gens qui est capable de prouver, et donc dans un but comme ça de décentralisation. Bref, le projet Scroll est un projet dont, tu l'as rappelé Gaëtan au début, la volonté de départ, c'était d'avoir une blockchain de Layer 2 la plus décentralisée possible, ou en tout cas mettant en place le plus d'outils de décentralisation possible. C'est ça, la plus proche des valeurs d'Ethereum. Oui. Et donc, qui implique décentralisation implique token. Et c'est pour ça que faites-y attention. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Le cheater, quoi. De toute façon, pour inciter un groupe d'individus de façon décentralisée, il n'y a que le Leur donner token. de l'argent.
pour y parvenir. Donc, C'est ça. C'est ça, ça marche bien. Ok, on va enchaîner avec SVM. Ça, on va Ouais, pas mal pour avoir du SVM. temps, quoi. Alors là, j'ai mis un petit schéma aussi. Alors c'est bien parce qu'en fait, vu qu'on a tout fait, on a fait tous les layers 2 dans la même séquence, vous allez bien comprendre. L'idée, encore une fois, c'est de séparer l'exécution, la data et le settlement. On le voit super bien avec ce graphique, même si c'est un peu écran petit. Là, vous voyez en vert, c'est l'exécution, en orange, c'est la data availability, et en blanc, c'est le settlement. Donc, qu'est-ce que c'est le SVM? Donc, le SVM, c'est la Solana Virtual Machine. C'est la machine virtuelle qu'utilise à l'heure actuelle la blockchain Solana. Donc, là où Ethereum utilise l'Ethereum Virtual Machine, il faut comprendre que Solana a créé quelque chose de différent, donc un système d'exploitation un peu différent, qui s'appelle la Solana Virtual Machine. C'est considéré comme étant vraiment un bijou technologique. Ça a été extrêmement bien pensé, extrêmement bien fait. C'est vraiment optimisé pour l'exécution. C'est bien mieux fait que le VM. Il y a des parallélisations qui fait que vous pouvez avoir plusieurs transactions qui ont lieu en parallèle, là où sur Ethereum, c'est que séquentiel. Il y a des gestions de hotspot du gaz. Donc, si vous avez tout le monde qui veut minter un NFT d'un côté, ça ne vous empêche pas, ça ne vous fait pas monter le prix du gaz de tout le reste de la blockchain. Si vous voulez. Ça fait monter le prix du gaz que des gens qui sont actuellement en train de minter ce NFT. Bref, il y a pas mal d'innovations technologiques très, très pertinentes, mais qui étaient uniquement disponibles sur Solana. C'est une blockchain sympa, mais qui a des limites et des trade-offs en termes de décentralisation. L'idée d'une équipe qui s'appelle Eclipse, c'était de dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser cette machine virtuelle d'exécution qui est extrêmement pertinente, la SVM, mais en tant que layer 2, en tant que roll-up sur Ethereum. Donc l'idée, elle a l'air simple, elle a l'air très intéressante comme ça, mais c'est assez complexe à mettre en place parce que comment Ethereum est capable de vérifier la SVM, sachant que Ethereum, lui, il ne sait pas interpréter le SVM, il connaît que le VM en tant que tel. Donc ça a demandé 1 an de recherche environ à l'équipe d'Eclipse. Et ils sont arrivés avec une architecture qui ressemble à peu près à ça, qui est de dire, on va faire l'exécution sur notre blockchain, qui s'appellera Eclipse du coup, et qui sera un copier-coller du SVM de Solana. Donc ça, c'est ce qu'on voit en haut. C'est le Eclipse Mainnet, ce sera le layer 2 si vous voulez. Donc, ce ne sera pas un roll-up parce que la data ne sera pas sur Ethereum, mais ce sera un layer 2. La data, justement, où elle va être publiée, elle ne va pas être publiée sur Ethereum. Ce serait trop cher pour eux, pour leur idée de base. Ce sera publié sur Celestia. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure. Celestia, qui est une blockchain dédiée à la data availability. Ils se gardent quand même l'idée de pouvoir le faire sur le proto Danksharding ou sur le Danksharding si jamais les frais ne sont pas trop chers. En fait, on n'a aucune idée des frais de la data sur Ethereum quand le Danksharding sera mis en place. Donc, ils se sont dit, dans un premier temps, on va partir sur Celestia, qui sera très certainement pas cher. On ira regarder le prix d'Ethereum. Et si jamais vraiment c'est pas cher sur Ethereum, on reviendra déposer la data sur Ethereum. Et on sera du coup un vrai roll-up et pas un Validium. Parce que là, c'est plutôt un Validium qu'ils sont en train de faire. Puisqu'ils ne publient pas la data sur Ethereum. Et du coup, le state et la preuve seront settlés sur Ethereum. Donc, on voit bien ici les 2 flèches ici qui permettent de dire qu'on va settler le tout sur Ethereum avec un système de preuve qui sera zero knowledge, mais qui sera un peu particulier. En fait, c'est plus difficile que de faire une zero knowledge proof classique, puisqu'on n'a pas de VMO, on a du SVM. Donc, il passe avec un partenaire technologique qui s'appelle Risque Zero. Même moi, je ne connais pas trop le détail. C'est un mélange de zero knowledge proof et de fraud proof, donc de proof optimiste et de proof zero knowledge, développé par Risque Zero, qui permettra de publier in fine une preuve. Alors, je ne suis pas allé dans le détail pour savoir comment ça fonctionne, mais voilà un peu l'idée de l'infrastructure générale de Eclipse. Et c'est super pertinent parce qu'avec cet aspect modulaire des blockchains, comme on l'a expliqué, on essaie de prendre le meilleur de tous les mondes. Solana a créé le meilleur de l'exécution, on prend la SVM et on la met dans l'exécution. Celestia se spécialise dans la data, on prend Celestia et c'est ça qu'on utilise pour la data. Ethereum est de loin le plus sécurisé aujourd'hui pour faire du settlement, de très très loin. Donc on prend Ethereum pour faire le settlement. Et on prend le meilleur de ces 3 mondes, au final, pour créer la blockchain la plus optimisée possible. Et c'est vraiment leur but. Eux, c'est d'avoir la blockchain la plus rapide et la plus optimisée actuellement du monde, en faisant un très très bon trade-off entre la sécurité, l'exécution et les frais. C'est un peu ça l'idée. Ouais, totalement. Étant donné qu'on parle un petit peu de l'EVM et de la SVM, moi j'avoue que j'aime bien revenir à un truc qui est la grille d'analyse. Comment comprendre en fait les choses que l'on voit, que l'on entend, et comment décider en fait si en fait c'est une layer 2 réelle. Enfin, quelles sont les grilles d'analyse en fait qu'on peut avoir? Il y a 2 gros articles qui ont été sortis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an maintenant. Il y en a un de Vitalik qui est une grille d'analyse sur 4 ou 5 points, je ne me rappelle plus exactement, sur ce que doit faire le VM et ce que doit faire en fait le code qu'on déploie sur les machines virtuelles pour faire en sorte que ce soit considéré comme des layer 2. Il y a un gros article de Vitalik dessus, je vais vous l'envoyer dans le chat. Et de la même manière, il y a un gros thread Twitter d'un des researchers, enfin d'un des chercheurs de Scroll qui s'appelle Luo Zheng
et qui, pareil, lui, nous donne une analyse en 3 niveaux. Et en fait, toutes ces solutions-là peuvent rentrer justement dans ces grilles d'analyse. Et si vous voulez chercher en fait les différences, c'est avec ces grilles d'analyse que vous allez pouvoir les ressortir. Là, donc, on a une machine virtuelle complètement différente qui va nous permettre, en fait, donc, comme il disait, la parallélisation notamment des transactions et pas mal de petites features en plus. En fait, cette grille d'analyse nous permet de comprendre que, OK, cette EVM est vraiment différente. C'est une layer 2 qui va avoir donc cette particularité-là. Pour, par exemple, Polygon et Scroll, dont on parlait tout à l'heure, Polygon n'utilise pas un EVM qui va lire le bytecode, mais un truc qui s'appelle le micro-bytecode, et donc qui va nous permettre de comprendre que, OK, il y a une différence au niveau de la création de l'EVM, et donc c'est la virtual machine qui va différencier en tout cas déjà les différents trucs. Je vais vous envoyer tout ça sur le chat, et c'est plutôt intéressant en fait d'avoir ces grilles d'analyse pour essayer de comprendre soi-même les différents projets que l'on peut voir. Je vais vous envoyer ça sur le chat. Trop bien, merci beaucoup. On est deep in the weeds, là, comme on dit, hein, c'est assez technique, mais malheureusement, c'est un peu nécessaire de comprendre tout ça pour comprendre où va la blockchain aujourd'hui en termes d'architecture. Et comprendre qu'en fait, du coup, vu qu'on a modularisé, on se spécialise dans chacun de ces 4 paramètres, là, en fait, dans l'exécution, dans la data, dans le settlement, et que donc c'est devenu de plus en plus complexe de faire de la recherche sur les blockchains parce qu'il faut aller comprendre comment chacun de ces 4 trucs-là fonctionne en détail. Donc là, l'exécution, comme le disait Cyril, effectivement, il y a différents EVM plus ou moins compatibles avec le VM de base d'Ethereum. Chaque rollup a pris une décision d'être plus ou moins compatible avec des bytecodes différents, etc., etc. Donc c'est assez complexe. De mémoire, Vitalik, il a fait 4 types. Il y a le type 1, 2, 3, 4 sur les Zero Knowledge EVM, et donc 3 peut-être, ouais, je me rappelle plus, où il y a des virgules 5 et tu peux être 2,5 et pas 3, ouais, c'est ça. Bref, c'est assez compliqué, donc on se rappelle nous-mêmes pas de tout, mais en tout cas, je pense que tu as fourni l'article en question, si vous voulez aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. C'est intéressant. C'est vraiment pour ceux qui sont passionnés par l'architecture des blockchains, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais, carrément. Peut-être dernier sujet dans les minutes qui nous restent. Mise à jour Ethereum. Pardon? Mise à jour Ethereum. Trop bien. Bah ouais, Proto Sharding. On parle de data, mais quid d'Ethereum? Si vous voulez, je peux lancer le problème et vous pourrez rebondir dessus éventuellement. Là, ce qui en gros, c'est la mise à jour Cancun ou Denem, elle contient une proposition d'amélioration d'Ethereum qui est le IP 4844 qui s'appelle le Proto Sharding. Et cette mise à jour, elle est absolument indispensable. En tout cas, c'est une mise à jour incontournable pour les layers 2 d'Ethereum. Parce que pour situer le souci, le problème des rollups en général, c'est que 90% des coûts d'infrastructure des layers 2, c'est la donnée. Et en gros, sur la donnée sur Ethereum, il y a très peu de données pour un seul bloc, mais vu que tout le monde veut l'avoir en même temps, ça coûte extrêmement cher. Et donc le proto-dank sharding, il va agir de 2 façons. La première façon, c'est qu'il va d'abord dissocier les frais de données des frais d'exécution. Il faut savoir un truc, c'est que quand on paye des frais de réseau sur Ethereum, on paye à la fois le prix des données et le prix de l'exécution de la transaction. Mais sauf que les données et l'exécution, les prix sont agrégés. C'est-à-dire que dès le moment où le coût des données augmente, eh bien, tout augmente d'un coup. Même le prix de l'utilisation des layers 2 augmente aussi, et pour l'utilisateur, c'est un vrai désastre. Alors, le premier truc sur lequel va intervenir le IP 4844, c'est de dissocier les frais de données et les frais d'exécution pour que les layers 2 soient beaucoup moins pénalisés. Et la deuxième intervention du proto-dank sharding, c'est qu'il va transformer les blogs en blobs, pour citer la présentation. Est-ce que quelqu'un parmi vous se sent d'attaque pour expliquer le fonctionnement d'un blob? Ouais, l'idée générique, en fait, c'est de créer une nouvelle zone en plus du bloc. Donc, c'est le bloc qui va toujours exister. Dans le bloc, il y aura toujours de l'exécution.
mais Ethereum n'était pas spécialisé dans la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on publie de la data dessus, c'était de la data comme de la data classique de transaction. C'était quelque chose qu'on gardait ad vitam aeternam, qui était stocké par les nœuds ad vitam aeternam. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle zone de data qui sera stockée que 15 jours, c'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, qui servira juste à dire effectivement, vous avez bien publié votre data, nous on la garde pendant 15 jours, mais après on la garde plus. Et bien, cette nouvelle zone de data, ça s'appelle un blob, pour faire la différence avec un bloc. Alors un blob, peut-être Daniel, tu connais mieux, mais apparemment c'est un terme informatique qui définit simplement une grosse quantité de data. On appelle ça un blob Oui, informatiquement c'est parlant. ça. Et en fait, justement, le terme, on va dire un peu moqueur de blob, caractérise le fait que souvent c'est de la donnée en fait qu'on n'était pas censé garder. C'est en gros, Ok. c'est souvent en fait comme ça qu'on caractérise certains types de données qui sont dans des tampons. Et en fait, c'est du matériel de travail et qu'on est censé s'en débarrasser une fois que le travail est terminé. Bah, ça a vraiment du sens du coup de l'avoir appelé comme ça, effectivement, je savais pas. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'on aura un blob, et vu que c'est de la donnée qui ne sera pas gardée longtemps, justement, c'est pas de la donnée qu'on va utiliser pour stocker un NFT dessus, ou vous et moi pour stocker nos transactions, parce que sinon on perdrait cette donnée au bout de 15 jours. C'est vraiment dédié au roll-up. Donc c'est une nouvelle zone de data qui est vraiment dédiée que pour les roll-up. Et qui va leur permettre d'avoir du coup beaucoup plus de data disponible, puisque vu qu'on la garde que 15 jours, on peut se permettre de stocker beaucoup plus de data. On la garde pas à vitam aeternam, donc je connais plus les chiffres, j'ai déjà un peu oublié, mais aujourd'hui on était à quelque chose comme 0,1 mégabyte de data par bloc, et le blob en tant que tel va permettre de stocker 1 mégabyte, donc c'est un ordre de grandeur de 10 si vous voulez déjà en termes de data. Le proto Danksharding qui va du coup arriver début 2024, c'est pour ça qu'on vous en parle, c'est qu'on a enfin eu la date de cette mise à jour, pas la date exacte, mais on a le trimestre. Donc on sait que ça arrivera premier trimestre 2024, cette mise à jour. L'idée du proto Danksharding, c'est d'avoir un seul blob dans un premier temps. Donc c'est qu'on aura un seul blob par bloc et tous les nœuds seront responsables, tous les nœuds validateurs seront responsables de ce blob. Tous les validateurs, très exactement. À terme, plus tard, on aura le Danksharding. Le Danksharding, l'idée justement, c'est de sharder les blobs. On aura plusieurs blobs, donc pour multiplier la data. Donc l'idée, c'est d'en avoir jusqu'à 64 dans un premier temps. Mais tous les validateurs ne vont pas s'occuper de tous les blobs. C'est-à-dire que moi, validateur numéro 1, je m'occuperai peut-être que du blob numéro 1. Puis le deuxième validateur, il va s'occuper du blob numéro 2. Donc on va sharder la responsabilité. On sera responsable que de 1/64e des blobs, par exemple. Et ça va multiplier au final par 64 la data qu'on sera capable de stocker par rapport à du proto Danksharding qui lui ne ferait qu'un blob. Alors j'ai dit un blob, peut-être qu'au final ils sont passés à 3, à 4, je sais plus. Ça change tout le temps pour le proto Danksharding. Tant qu'on n'est pas live, il change un peu l'aspect, mais vous avez compris l'idée, c'est d'avoir assez peu de blobs, puisque tous les validateurs vont devoir s'en occuper, tous les nœuds validateurs vont devoir s'en occuper, tandis que quand on aura le Danksharding global, on aura beaucoup plus de blobs, mais du coup on ne s'occupera pas de tous, on va sharder les blobs. Et pareil, allez, je rentre un tout petit peu dans deux petits détails. Du coup, ces blobs, ils vont être envoyés dans des nouvelles transactions. Donc, il a dû falloir mettre à jour vraiment le protocole d'Ethereum pour pouvoir le mettre en place. Et donc, créer un nouveau type de transaction dans lequel on peut inclure ces blobs. Et donc, du coup, dans cette transaction, il y a notamment quelques éléments en plus du blob. On va avoir notamment la blockchain, donc la layer 2, qui va envoyer son état initial, son état suivant. Donc du coup, on a ces deux éléments-là, plus le blob et éventuellement une preuve cryptographique de ce passage d'un état initial à l'état suivant de la blockchain. Donc du coup, c'est vraiment l'idée de mettre la sécurité dans la blockchain avec les datas à l'intérieur du blob. Petite précision aussi, pourquoi on en a besoin que de 2 semaines en fait de disponibilité de la donnée. Alors, en fait, c'est un truc qui est assez logique, mais qu'on peut éventuellement oublier. Comme il l'a dit Gaëtan, on va pas avoir notre donnée qui va rester persistante parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir la sécurité de nos données qui est maintenue dans le temps. Et donc, du coup, la garder un certain temps, comme par exemple 2 semaines, mais ça pourrait être 1 mois, ça pourrait être 4 jours, peu importe. En fait, c'est donner assez de temps aux gens pour pouvoir vérifier que tout va bien, que tout marche bien. Et donc, du coup, on est à un instant T, tout marche bien. 1 semaine après ou 3 semaines après, enfin, je ne me rappelle plus, peu importe, on va avoir toujours l'état qui va être bon. Bah, c'est bon, en fait, on peut supprimer, parce que dans tous les cas, le bloc suivant a été aussi vérifié, le bloc suivant a été vérifié, et ainsi de suite. Donc, en fait, on avance par récurrence, où on se rend compte que bah, ma blockchain, elle marche bien à l'instant T, elle marche bien à l'instant T plus 1, je peux supprimer l'instant T, et ainsi de suite. Donc, globalement, c'est un petit peu cette idée-là, et on cesse quand même un certain temps pour faire en sorte que cette sécurité soit quand même vérifiable dans un temps pas trop court non plus, quoi. Mais voilà, globalement, c'est ça l'idée avec les blogs et pourquoi les blogs, pardon, excuse-moi. Et c'est la raison pour laquelle on peut supprimer en fait ces données au fur et à mesure du temps. Et c'est extrêmement intéressant parce que si on ne la supprimait pas, cette donnée serait accaparée par d'autres choses, notamment par les NFT. Et donc, on aurait une concurrence déloyale puisqu'on veut vraiment créer cette donnée pour les layers 2 en fait.
Et petite note aussi en ce qui concerne Blog, parce que Blog ça veut dire Binary Large Object, la notion de large est très importante. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique de dire que c'était un gros paquet d'informations binaires sur laquelle on doit travailler et qui globalement est indigeste par nature. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là de... Il y a un truc qu'on doit traîner, il faut qu'on le gère, quoi. C'est ça. Bon, allez, trop bien, on va conclure, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. 13h32, en tout cas. hein. Pardon Pas mal. 13h32, on est pas mal. Hein. 13h32, et vu la quantité de terrain qu'on a couvert, les amis, je pense qu'on peut être très content de nous. Très content en tout cas d'avoir pu avoir ces news sur les L2. La semaine prochaine, je ne sais plus de quoi on parlera, mais on en parlera. En tout cas, on sera avec vous pour, là encore, On parlera des mettre à nœuds. jour. On parlera de comment participer au blockchain Yes, à merci. votre échelle. Merci beaucoup C'est ça. de me rafraîchir la mémoire. Donc, effectivement, la semaine prochaine, on vous partagera à la fois notre expérience, puisque plusieurs membres de l'équipe sont des validateurs, participent au blockchain directement au niveau technique. Donc voilà, si vous voulez participer au blockchain vraiment, parce que ça doit être un outil démocratique, ça doit être un outil que chacun peut utiliser et dont chacun peut participer vraiment à la gouvernance technique, quoi. Donc on vous expliquera ça la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous voulez vous former sur la blockchain ou sur l'IA, puisqu'on a des formations sur l'IA également maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller formation. On a également un webinaire lundi où on présentera toutes nos formations blockchain. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien qui est présent sur notre site web, alira.fr. Et je vous souhaite d'ici là une très très bonne fin de journée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Au revoir.